Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Pluche? Bon, je pose la question comme ça. Si oui, c'est peut-être parce que vous suivez Maître Gims, Ludovic, Dwagby, Badjou, Ryan Bensetti, Camille Lelouch, Poxy ou Laura Dutilleul qui en ont fait la promotion sur leur réseau. Ou alors c'est que vous avez vu passer, c'est une de presse. Parce que oui, le projet est un naufrage, et on va revenir ensemble sur la genèse d'un film qui a fait plus parler de lui à son annulation qu'à son lancement. Donc, reprenons chronologiquement, et laissons celui qui l'a présenté au grand public le 14 mai 2022 nous expliquer le projet. Le principe de Plush, c'est que on met en vente des NFT. Ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Le but pour nous, c'est de faire exister cette marque jusqu'au film, jusqu'au long métrage, et que ce film rapporte de l'argent et que cet argent soit rétribué aux gens qui ont acheté des NFT au maximum. Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens, mais non frérot, on va ruiner personne. Alors pour m'assurer de tout bien comprendre, je me suis équipé du White Paper, disponible sur le site Plush NFT. Le White Paper étant un dossier qui résume l'ensemble du projet. Durant ce live Insta, Kev Adams explique en substance qu'il va participer à un nouveau projet en prêtant sa voix pour un film d'animation avec des nounours, et qu'on va pouvoir acheter des NFT à l'effigie de ces adorables créatures, de manière à financer le film. En plus de ça, si on achète un ou plusieurs NFT, on pourra participer aux prises de décision à chaque étape de la création du film. Et accessoirement, on peut gagner, selon le nounours qu'on va tirer, des t-shirts, des casquettes ou un repas avec Kev Adams. Et pour le repas, j'espère bien que c'est lui qui invite. Mais bon, avant d'aller plus loin, on va peut-être repréciser ce que c'est qu'un NFT. Parce que j'en vois 2-3 là sur leur canapé ou dans leur chiotte qui tirent la grimace. Donc, un NFT, c'est un non-fungible token. Voilà. Bon ok. Plus précisément, c'est une donnée non remplaçable et non falsifiable. Cette donnée, elle est générée selon un système appelé la blockchain, qui assure son caractère unique. Alors, comprenez par là que vous obtenez un JPEG avec son certificat d'authenticité numérique. Et dans notre cas de figure, il s'agit d'une image d'un de ces nounours que vous pouvez récupérer parmi les 50 000 existants. Et je sais qu'on ne doit pas attaquer sur le physique, mais franchement, ce style pseudo-gangsta avec des petits nounours mignons qui fument, qui portent des lunettes de soleil et des guns, c'est tellement subversif. Mais bref, l'objet en question a une valeur à l'achat. Et on pouvait mint un nounours pour... Alors attendez, ça veut dire quoi mint? Alors, selon mon dictionnaire crypto-français, mint, ça veut dire générer. Donc, générer le nounours. Tac, donc on pouvait générer un nounours pour environ 1250 €. Et là, je vous jure que je ne me retiens de pas hurler. Alors, je dis environ 1250 € parce qu'en fait, ça va varier selon la devise. L'achat pouvant se faire pour 1450 $ ou 0,7 Ethereum, qui est la seconde crypto-monnaie derrière le Bitcoin. Mais aussi parce qu'ils voulaient organiser la vente en plusieurs phases et augmenter le tarif à chaque étape. Pour financer le film, l'idée c'était donc d'écouler 50 000 de ces nounours pour récolter le montant nécessaire à la production. Et d'après mes savants calculs, il visait donc 62 500 000 €. Budget tout à fait entendable pour un long métrage d'animation, parce que, selon le White Paper, les films de la société Illumination, comme Moi, moche et méchant, ils coûtent en moyenne 85 millions $. Et puis bon, faut bien payer tout le casting vocal, parce que en plus de ceux qui en ont parlé sur leur réseau, que je vous ai cité en tout début de vidéo, il a déjà été annoncé que Éric Judor, Audrey Lamy, Gérard Darmon, Laura chanteuse, Youssef Hadji, Paola Locatelli et les Américains Jake Paul, Bella Thorne et Amaury Nolasco, le meilleur gars dans Prison Break, soyons honnêtes, allaient également participer au doublage du film. On a la chance d'avoir un casting français qui est hors norme, meilleur que n'importe quel autre film d'animation qu'on ait eu en France. Il devait d'ailleurs être réalisé par deux équipes françaises, Carlab et Rooftop Productions, dont, toujours selon le White Paper, certains de leurs membres sont des anciens du studio Illumination. Le studio parisien qui a produit le Lorax, Tous en scène, et une licence qui a un tout petit peu marqué la pop culture, Moi, moche et méchant. Et je dis marqué, pour pas dire traumatisé la pop culture, parce que les mignons qui sont devenus omniprésents, je les déteste cordialement. Et plus récemment, ils ont fait le film Mario que j'aime de toute mon âme. Et franchement, ces dernières années ont démontré que la France n'était pas en reste dans le domaine de l'animation. Pas mal, non? C'est français. Ah, Arcane. Une série qu'elle est formidable. C'est quand la saison 2 déjà? Mais pour d'aussi splendides créations, il faut des gros sous. À minima 62 millions on a dit. Oui, parce que les équipes créatives, elles ont des velléités, comme manger et payer leur loyer. Franchement.
Et ce financement à base de NFT, avec son principe où on donne de l'argent pour un projet, en échange de récompenses, comme des goodies, eh ben, ça me fait pas mal penser au financement participatif, comme on a désormais l'habitude d'en voir pour la production des œuvres qui proviennent entre autres d'Internet. Et en vrai, je trouve que c'est un moyen super intéressant, parce que ça permet de trouver des fonds, mais sans passer par la validation d'un ou, comme souvent, de plusieurs producteurs, qu'on doit aller voir, qu'on doit convaincre du bien fondé de notre démarche, pour qu'ils nous fassent un chèque. Et c'est chiant. Demander à une fanbase convaincue du projet, ou à la communauté d'un créateur ou d'une créatrice qui apprécie déjà son travail, c'est potentiellement plus simple. Et peut-être même plus légitime. Et c'est typiquement ce qu'on peut voir sur des plateformes comme KissKissBankBank. Plateforme sur laquelle j'ai désormais une page si vous souhaitez soutenir l'indépendance de la chaîne. On y trouve des projets financés comme le moyen-métrage du Nexus 6 ou le documentaire Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui ont réuni des sommes qui sont aux alentours de 400 000 €. Ce qui au passage reste proche du dérisoire quand on compare au budget des films français produits dans le circuit traditionnel. Parce que eux, ils peuvent aller de 4 à 80 millions d'euros. Et je rappelle que le film Pluche, il visait à minima 60. Donc, si faire participer financièrement le public à l'élaboration d'une fiction a rien de nouveau, ça reste une rareté. Et à ma connaissance, ça a jamais permis d'aboutir à une diffusion en salle. Je parle pas d'une projection une fois au Grand Rex, mais bien d'une distribution dans les 4 coins de l'Hexagone avec des horaires à la semaine. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est ultra stylé de diffuser au Grand Rex. C'est juste que le cinéma traditionnel et les projets internet, ils ont pas tant l'air de vouloir se mélanger. Et je crois savoir lequel des deux est le plus réticent, même si la société MK2 me fera peut-être mentir. Et si aujourd'hui il est très suivi sur internet, je rappelle que Kev, lui, il est issu du milieu audiovisuel classique. Il a fait sa première apparition à 9 ans dans le film Court toujours, là c'est lui. Il commence à se faire connaître avec la série Soda, puis dans le rôle de l'élève Boulard avec le film Les Profs en 2013. Et surtout, pour les nouvelles aventures d'Aladin en 2015. Rappelez-vous. C'est moi! Aujourd'hui, il est suivi par près de 6 millions de personnes sur Twitter, 7,5 millions sur Insta, ce qui fait gentiment 10% de la population française. Que vous l'aimiez ou non, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est devenu une figure publique incontournable en France et qu'il a un impact médiatique énorme. Donc, si le Nexus 6 a rassemblé pas loin d'un demi-million avec une campagne KissKiss, on peut imaginer qu'un Kev Adams pourrait produire un film en vendant ses NFT. C'est crédible, ou en tout cas, c'est jouable. Même si pour moi, les NFT, c'est surtout l'équivalent d'une bourse moderne où chacun va spéculer sur toutes sortes de projets en espérant en tirer un maximum de pognon tout en faisant tourner des serveurs ultra polluants en permanence. Un peu comme la plateforme sur laquelle est uploadée cette vidéo, me direz-vous, Et vous aurez raison. Bref, le capitalisme crée ses propres enfers, mais sur le fond, moi j'aime sincèrement l'idée. J'adore l'idée d'impliquer les futurs spectateurs dans le choix du scénario. En fait, ça me fait un peu penser aux films et aux jeux vidéo interactifs, où on peut faire des choix qui modifieront profondément le récit. Mais alors ça, je pense que c'est parce que j'ai été marqué à vie l'été 1993 au Futuroscope. Je me rappelle très bien de cette grande salle obscure qui n'avait rien de bien différent de toutes les autres salles de cinéma, si ce n'est 2 boutons positionnés sur la coudoir. D'une simple pression, l'ensemble du public pouvait voter pour choisir dans quelle direction irait l'intrigue, et j'ai trouvé ça génial. Bon, plus tard, j'ai aussi plongé dans les livres dont vous êtes le héros, et dans un registre plus récent, on a eu le film Black Mirror Bandersnatch. Pas franchement une réussite, mais qui avait le mérite de reprendre un concept que les vidéos se sont bien accaparés toutes ces dernières années, je trouve. Vous savez, les intrigues à tiroir, les QTE et les choix multiples dans les dialogues, mais aussi à certains moments de l'intrigue. On pense bien évidemment au Life is Strange, The Dark Pictures Anthology, ainsi qu'aux jeux de Telltale Games. Et aussi à ceux de Quantic Dreams. Même si on rappelle qu'une enquête conjointe du Canard PC, de Mediapart et du Monde ont révélé les comportements toxiques, racistes, misogynes et homophobes de David Cage, le PDG de Quantic Dream, et qu'il a aussi perdu sa plainte en diffamation contre ses 2 derniers journaux. Donc un Sumérien voit cela et dit « Ah, chais !» Mais je m'emballe, parce que l'idée de Plush, c'est pas de réaliser un film avec de multiples embranchements, mais bien d'établir un scénario unique via le vote des financeurs. Ce qui me parle aussi profondément, cette idée de création à plusieurs. Et je pense pas être le seul, vu le nombre d'initiatives participatives qu'on voit fleurir ces dernières années, surtout sur internet, où on prend plaisir à s'impliquer. Comme l'initiative Twitch Play Pokémon, où des centaines de milliers de joueurs jouaient ensemble au même jeu Pokémon, le rouge. Le meilleur. Et en plus, ils l'ont terminé. Mais je pense aussi à la Pixel War, qui a mobilisé des milliers de personnes qui sont coordonnées à l'international pour réaliser une œuvre commune. Bon, alors, une œuvre commune avec de nombreuses volontés divergentes, on est bien d'accord. C'était surtout un joyeux bordel, plus une grande concertation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de la Pixel War et pas du Pixel Consensus. Et si on cherche dans des œuvres plus littéraires, mais toujours participatives, on trouve tout aussi ancré dans l'esprit d'Internet, la Fondation SCP, qui démontre qu'on peut créer un lore cohérent et une multitude de récits à
C'est pas pour rien qu'on parle de la pixel war et pas du pixel consensus. Ces œuvres, elles montrent bien qu'aujourd'hui, la création, elle trouve toujours un chemin et elle continue à adopter de nouvelles formes. Et surtout, on continue à se passionner pour ces initiatives, toujours plus incroyables. Pour une simple et bonne raison, vivre de nouvelles expériences ensemble et s'impliquer avec d'autres dans un projet plus grand que nous. Et par certains aspects, c'est peut-être aussi ce que certains ont pu voir en Plush quand a été mis en avant cette volonté d'inclure dans le processus créatif les financeurs. La tentative d'un projet ambitieux qui voulait s'essayer à une écriture participative à grande échelle. Le désir de faire le lien entre le cinéma traditionnel et la création sur internet par le biais d'une technologie qui en est issue. Et dit comme ça fait presque envie, non? Et c'est d'ailleurs ce qu'en dit une des personnes ayant participé au financement du film. Ça m'intéressait en fait, je me suis dit ça peut être top, je vais avoir mon nom à la fin du générique, je pourrais dire que j'ai participé, que j'ai financé à mon niveau, entre guillemets aussi le projet. Et justement, dans le white paper est précisé ce sur quoi on aurait pu influer. Alors déjà, on aura le choix du type d'histoire. Amour impossible, imposteur, espionnage. C'est très vague, mais c'est déjà un premier choix avec des sujets très différents. On pouvait aussi valider la piste écologique, qui est visiblement un thème central du projet. Donc, le film aurait pu parler soit de pollution marine, de biodiversité ou de réchauffement climatique. Mais a priori, la pollution numérique, c'était pas un des sujets qu'il voulait aborder. Plus étonnant, il y avait quand même un premier script de proposer. Du coup, je vais vous le lire. Le miel coule à flot pour Teddy. Caprice, fête, abus, décadence, aveuglé par son succès, sa débauche n'a d'égal que son sentiment de solitude. Une rencontre étonnante et sur le point de changer son regard sur le monde. Ok, je vois bien l'arc narratif du perso qui évolue et qui change de mentalité après une épreuve. Mais c'est pas le scénario du premier Iron Man? J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Bon, en vérité, il semblerait que le projet ne mette pas tant en avant l'approche artistique et collaborative, mais parle quand même un petit peu plus souvent du potentiel pécunier et lucratif pour ceux qui auraient acheté un ou plusieurs NFT. Hey, I'm not surprised, Ah non, mais chacun ses motivations, y a pas de souci. Bon alors, combien est-ce qu'on peut se faire de moula? Sur le site, il est estimé que le film Plush peut rapporter 700 millions de dollars. En se basant sur la moyenne du box-office des 9 derniers films du studio Illumination. La promesse étant que 80% de ces bénéfices, donc 560 millions de dollars, seront reversés aux financeurs. Mais il faut quand même diviser par le nombre de NFT, soit 50 000. Tu touches pas 560 millions de dollars parce que t'as acheté un NFT. Dans l'idée, on obtient donc un roi. Alors, roi... Retour sur investissement de 516% en 2 ans, selon le white paper. Ah oui, donc vraiment je le respecte plus quoi. Donc, 80% de bénéfices de 700 millions, eh bien ça fait 560 millions de dollars, divisé par 50 000, on arrive à 11 200 dollars. Et un peu moins en vrai, parce que je rappelle qu'on a dépensé 1250 € à la base pour acheter le NFT. Mais ça met quand même un petit peu de beurre dans les épinards, en plus de la fierté d'avoir participé à la création d'un film et de voir son nom au générique. Sauf que cette belle estimation, et l'ensemble de ce projet, est rapidement décriée par la communauté des cryptos. Une notion très importante dans le milieu des cryptos et des projets NFT, c'est Dior. J'adore. Alors non, rien à voir, c'est Dior avec un Y pour Do Your Own Research. De l'importance de faire ses propres recherches avant d'engager des sommes potentiellement importantes dans un projet. En vrai, c'est une philosophie qu'on peut appliquer à pas mal de sujets, à mon avis ça ferait pas de mal. Et c'est ce qu'a fait le compte Twitter Red Flag Plush qui a réalisé un énorme travail d'enquête. Ainsi que Oslo, rédacteur pour le journal du Coin, qui a réalisé plusieurs threads Twitter pour alerter dès son lancement sur le caractère peu réalisable du projet. Et alors déjà pour 2 raisons, assez simples en fait, même quand on n'y connaît rien dans ce domaine. La première, c'est la supply. Alors, supply, c'est le stock, voilà. Donc les 50 000 NFT à écouler. Ah bah c'est pas rien. Et Oslo précise que même juste 5 000, portés par des influenceurs du milieu, c'est déjà une gageure. Et la seconde, c'est le prix. Parce que vous avez 1250 € à claquer, vous? Parce qu'on est quasiment sur un SMIC, là. Et idem, dans le milieu des NFT, c'est énorme. À titre de comparaison, les Bored Ape Yacht Club, ces NFT que vous avez probablement vu passer, avaient une supply de 10 000 items à 0,08 Ethereum, soit environ 200 $ l'unité à l'époque. Et c'est une collection qui a connu une ascension fulgurante et unique en son genre. Ça a été un véritable phénomène parce que ça avait été relayé par des célébrités comme Paris Hilton, Jimmy Fallon, Snoop Dogg ou Gwyneth Paltrow, qui les utilisaient comme photos de profil sur Twitter et qui, accessoirement, leur donnaient accès à une sorte de club privé où il y avait des fêtes dédiées aux possesseurs. Donc, en effet, 50 000 NFT à 1250 €, en comparaison, on voit qu'il y a déjà un petit problème. Et là, on va parler de la communication
sur le projet. Alors ok, il y a eu toute une promotion durant le Festival de Cannes 2022, ce qui est assez ironique parce que c'est un festival où le film n'ira jamais du coup. C'était en grande pompe avec tout un affichage publicitaire devant le Palace Majestic. Et on a eu les fameuses stories d'influenceurs et d'influenceuses dont on parlait tout à l'heure. Mais figurez-vous que le compte Twitter de Pluche a été créé en mars 2022 pour un lancement de la première vente en mai. Ça laisse grand max 3 mois pour fédérer une communauté. Mais pire, le Discord, donc dans l'idée le lieu où les gens qui sont intéressés se réunissent pour poser des questions, le noyau dur d'une communauté, il a été ouvert début mai. Pour un lancement qui, je le rappelle, était fin mai, le 20 précisément. Alors oui, Kev Adams et les autres, ils peuvent toucher pas mal de monde. Le compte Twitter, il a réuni jusqu'à 17 000 personnes. Mais tu peux pas fédérer, informer, expliquer et rassurer des gens en quelques mois sur un projet où ils vont investir un foutu SMIC. Surtout sur un système de financement qui a jamais été utilisé pour un film et en t'appuyant sur des communautés qui connaissent que dalle en NFT et qui en plus visiblement se sont rapidement désintéressés du projet parce que malgré son nombre important d'abonnés, le compte Twitter n'enregistre aucune interaction sous ses publications. C'est quelques likes et quelques retweets à peine. Parce que ceux qui s'y connaissent, ils y ont pas touché. Parce qu'ils ont vu des red flags énormes s'agiter dans tous les sens. Et comme attendu, le démarrage a été catastrophique. La première vente, elle a été organisée du 18 au 25 mai 2022. Ça a été un échec total. Ma théorie, c'est qu'ils espéraient que les gens aillent se les arracher en une semaine, en mode Black Friday, tu vois. Mais au final, sur les 10 000 NFT mis à disposition, ils en ont vendu 1300. Et quand tu t'attends à être en rupture de stock et que finalement t'as l'entrepôt qui dégueule, ça doit faire mal. Entrepôt virtuel, bien sûr, on parle de NFT. Or, le détail qui tue, c'est que si les 50 000 NFT ne sont pas vendus, y a pas de film. Et pour confirmer cette information, Oslo a même contacté un des membres de l'équipe qui a visiblement précisé « Non, il n'y aura pas de remboursement, ce sont des NFT ». Pourtant, selon Oslo, c'est techniquement faisable. Au moins sur KissKiss, t'es remboursé si le projet n'a pas atteint 100%. Donc, concrètement, avec un minimum de ventes et sans création de film, les créateurs du projet garderont les thunes. Le 27 juillet 2022, Oslo annonçait le plantage du projet et la disparition des fonds. On peut dire qu'il a été visionnaire. Pour info, le seul moyen qui reste à un détenteur de ces NFT de récupérer sa mise, c'est de les revendre à quelqu'un. Mais quelque chose me dit que le visuel claqué d'un film jamais sorti, à part un collectionneur acharné des projets de Kev Adams, t'es pas près de leur fourguer. De plus, on rappelle qu'une fois générée, la valeur d'un NFT, elle peut fluctuer selon le bien connu système de l'offre et de la demande. D'où l'aspect spéculatif des NFT. Et actuellement, les nounours ont perdu pas mal de leur valeur. Pour vous dire, depuis septembre 2022, il y a eu que 14 reventes, à environ 250 €, ce qui fait une perte sèche de 1000 balles. Du coup, ils sont pas loin du prix de lancement des singes au final. Et au cas où il leur resterait le moindre espoir, il semblerait que les NFT, c'est fini. Donc, a priori, le projet c'était un plantage évident pour les crypto-bros. Ce qui me fait me poser une question, c'était qui la cible du projet? Parce que pour acheter des NFT, il faut un wallet numérique. Concrètement, c'est un compte en ligne où tu vas acheter et conserver tes cryptos. Dans l'absolu, c'est pas bien compliqué, mais déjà ça peut bloquer des gens qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Même si je pense honnêtement que le principal écueil pour amener quelqu'un à se lancer dans les NFT, c'est pas tant la technique que la méfiance envers les cryptos. Mais bon, comme Kev et Gims le disent... Mais non frérot, on va ruiner personne. Jamais de conneries. Go, go, go. Ce wallet, il aurait aussi été nécessaire pour récupérer les bénéfices du film. Parce qu'il devait être reversé en crypto-monnaie, ce qu'on appelle le claim dans le jargon. Or, la plupart des achats, elles ont été effectués avec de la monnaie traditionnelle. Donc en euros ou en dollars, et pas du tout avec de la crypto. Alors ce qui montre, petit 1, que la plupart des acheteurs sont bel et bien des débutants, issus des communautés des influenceurs et pas du tout des habitués. Et petit 2, comme le précise Oslo, à cause de la taxe sur les placements financiers, ils vont perdre 30% de leurs bénéfices en les récupérant, ce qui aurait rendu les gains encore moins intéressants s'il y en avait eu. Donc, vu les compétences techniques et le savoir nécessaires, il y a peu de chances que le film s'adresse aux enfants. Ce qu'on aurait pu croire, avec un film d'animation contenant des nounours quand même. Même si, attention, c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est pour les gamins. Sausage Party a d'ailleurs été une douloureuse leçon pour pas mal de parents. Mais même si le film s'adressait effectivement aux enfants, je suis pas sûr que mon neveu de 6 ans il ait eu le temps de cumuler 1250 balles d'argent de poche. Mais bon, je suppose que si t'as pas acheté ton premier NFT à 1000 balles à 6 ans, t'as raté ta vie. Donc on s'adresse plus certainement à leurs parents, ou en tout cas aux jeunes adultes qui ont grandi avec Kev Adams ou qui suivent Dogby, Ludovic, Ryan Bensetti, je vais pas tous vous les reciter, mais grosso modo, des trentenaires qui s'y connaissent pas forcément en crypto, mais qui pouvaient être prêts à investir dans un projet
d'un de leurs influenceurs préférés. Ok, maintenant qu'on voit qui est la cible, la dernière question qui se pose, c'est qui c'est l'instigateur de tout ce projet? Qui est la personne derrière Kev Adams? Et là je parle littéralement, hein, qui est le gros nounours derrière Kev Adams? Vas-y, monte ta gueule, c'est tellement flippant. Et c'est n'importe quoi, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo. Eh bien, c'est un an plus tard que Mediapart, abonnez-vous, nous sort un de ces petits dossiers dont ils ont le secret et qui va nous en expliquer toutes les coulisses. Nous allons ainsi pouvoir découvrir qui se cache derrière le masque. Et le gars, c'est Fabien Treff. Voilà, je vais pas vous faire plus de suspense, il s'appelle Fabien Treff. Il a jamais voulu dévoiler son identité durant toute l'opération, mais Mediapart a fini par l'identifier. Sur le Discord Plush, c'était l'administrateur connu sous le nom de Fabi. Et Fabi, on peut dire qu'il a des méthodes un peu particulières. Reprenons le déroulé de notre histoire non plus par le prisme du white paper, mais plutôt avec le regard critique et journalistique de Yann Philippin et Youmni Kezouf, qui ont mené cette enquête pour Mediapart. Pour organiser l'ensemble du projet, il fallait à Fabi et au consortium d'investisseurs dont il parlait sur le Discord, une société. Donc Fabi a fondé Illuminart. Je sais pas vous, mais moi ça me fait vachement penser à un autre nom de société, qui ressemble un peu. Ah oui, celui-là. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé dans cette vidéo. Illumination. Wouah, mais alors tout ça n'aurait été qu'un immense foreshadowing où le youtubeur a volontairement distillé tout au long de la vidéo des informations qui lui serviraient plus tard. Ouais, enfin, c'est surtout que Illuminart parle d'illumination dans tous ces documents de com, et pas juste comme référence, hein, mais comme s'il s'agissait de leur propre création. Pour parler des équipes qui vont faire le film, bam, on a des affiches des films d'illumination. Quand ils parlent des bénéfices moyens des films d'animation au box-office, ils prennent que des films d'illumination. Et même sur leur Twitter, lors de la sortie des Minions 2, ils te font un sandwich. Allez voir Minions 2, bientôt il y aura plus sur les Champs-Élysées, bravo Illumination. Non mais vraiment, il y a zéro chance que quand je scrolle mon fil Twitter pendant que je suis au chiottes, je pense qu'Illumination va faire le film plus, absolument pas. Donc pour bien mettre les choses au clair, Illumination n'allait absolument pas bosser sur le projet. Le chantier revenait à Rooftop Productions et à Carlab, comme on l'a déjà dit, sauf que la première société, elle a été créée en 2020, elle compte une dizaine de salariés et ils ont jamais réalisé de long métrage. Et la seconde, Carlab, elle a bien été fondée par deux anciens d'Illumination, mais c'est une société qui est spécialisée dans la création et l'animation de personnages. Et ils devaient juste être sous-traitants. Et en fait, pour faire un film, des modèles de personnages, mais c'est bien, mais ça manque un tout petit peu d'histoire, de décor, de traitement de lumière, de plan de caméra, et puis surtout d'expérience, et puis aussi de bras. Parce que chez Illumination, si on veut vraiment s'amuser à comparer, ils sont plus de 400, et ils ont déjà réalisé 13 longs métrages. Alors, on peut toujours apprendre sur le tas, hein, et recruter du monde pour un projet donné. Mais c'est quand même très loin de garantir que le film va être une réussite. Et franchement, c'est même pas ce point-là qui est le plus inquiétant. Loin de là, en fait. Parce que des boîtes qui réalisent leur premier long métrage ambitieux sans savoir si elles vont y parvenir, en fait, on en voit à chaque fois qu'une boîte réalise son premier long métrage ambitieux sans savoir si elle va y parvenir. Et pourtant, ça peut donner des résultats très stylés. Et ouais, c'était leur premier, ouais. Bon, avec le soutien de la firme américaine. Ce qui doit jouer un petit peu quand même. Et donc, le meilleur reste à venir. Vous vous rappelez, la philosophie des crypto-bros, c'est fais tes recherches toi-même. Et figurez-vous qu'il y a une question à laquelle Fabi, il voulait pas répondre. Où est basé Illuminart? Et vous le savez peut-être, mais si vous voulez plus d'infos sur une entreprise, vous pouvez aller sur société.com ou un site apparenté et vous cherchez son nom. Figurez-vous qu'Illuminart n'apparaît pas sur société.com. Aucune trace. C'est fou, hein? Ce qui est vaguement inquiétant quand on s'apprête à investir pas loin d'un SMIC dans un projet, vous en conviendrez. Du coup, la communauté, elle a fait ses recherches. Et elle a fini par faire fuiter sur Twitter la licence commerciale de la société qui montrait que, contrairement à ce que titraient la plupart des journaux qui ont relayé l'info, le projet n'est pas 100% français. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'Illuminart est immatriculé à Dubaï. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, mais il paraît qu'il y fait bon vivre. En tout cas, c'est ce que disent tous les influenceurs et les influenceuses qui y vont. Je suis en train de tomber amoureuse de Dubaï. Dubaï, des mesures, chaleur, canicule, extravagance, tout le bazar, tatati et tatata. Ce qui est quand même étonnant quand on sait que la peine de mort par lapidation y est toujours pratiquée et que l'IVG et l'homosexualité y est condamnée. Mais je suppose que c'est un véritable paradis pour les privilégiés. Un vrai paradis... paradis quelque chose. Mais tout ça, c'est peut-être bientôt fini. Et cette localisation à Dubaï, Fabi ne l'a confirmé sur Discord, bien entendu, que le 24 mai, soit juste avant la fin de la première vente. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que ça signifie que les acheteurs ne savaient pas qu'ils n'étaient pas protégés par le droit français et européen de la consommation. Lorsqu'une société n'est pas dans l'Union européenne, le consommateur doit prouver que le site internet est dirigé vers la France.
afin que le juge français puisse être compétent et que le droit français puisse être applicable, ce qui n'est pas toujours aisé à démontrer. Je commence à douter qu'ils auraient vendu même 1300 NFT si ça avait été annoncé sur le site. Et ça ne s'arrête même pas là. Vous pensiez être arrivé à la fin de cette improbable pochette surprise? Pas du tout. Car figurez-vous que sur la fiche d'immatriculation de la société Illuminart, il est écrit que la société s'appelle Illuminart Calligraphie et Peintre, en anglais. Pardon. Et en arabe, c'est encore mieux, ça dit le minaret, location de chevaux et de chameaux pour excursion. Quoi? Non mais autant calligraphe et peintre... On n'y est pas vraiment, mais je vois un petit lien avec l'animation traditionnelle, tout ça. Pourquoi pas? Mais alors, location de chameau, je comprends pas le concept. Hein. Et l'objet social d'Illuminart, donc l'objectif de cette société, et je vous jure, il y a zéro vanne, c'est fabrication de sculptures décoratives, fabrication de cadres, travaux d'artisanat, calligraphie et peinture. Alors, ça colle déjà un peu plus avec le nom anglais, mais je vois toujours pas le lien avec les chameaux. Hein. Mais ni avec les NFT, en fait. Le rapport, quel est le rapport? Selon Fabi, ce serait une erreur du ministère de l'économie de Dubaï. Et alors là, je vous avoue que moi je suis surpris. Parce que je pensais pas qu'on pouvait autant prendre les gens pour des cons. Et pourtant, je m'y connais, j'ai fait une vidéo sur Macron et McKinsey. Hein. Et quand même, l'immatriculation, elle a été faite en février 2022. En mai, rien n'a bougé, quoi. Donc, en 3 mois, il a pas fait changer l'objet, et Fabi s'est dit, bon, il y a écrit qu'on doit louer des chameaux, mais vas-y, on est bon, on va vendre des NFT quand même. Et au cas où ce serait pas encore assez opaque, toute cette histoire, la licence, elle donne pas l'identité des actionnaires ou des dirigeants d'Illuminart. Mais bon, c'est chelou, parce que Fabi, il nous a dit qu'il y avait un consortium d'actionnaires. Et étrangement, ils doivent pas être bien nombreux, parce qu'il y a qu'un seul nom d'inscrit sur la licence. Donc, ma supposition, c'est que le nom de cet actionnaire, il commence par Fabien et il finit par Treff. Et c'est pas difficile à deviner parce que Mediapart l'a établi. Ah mais là j'avoue j'ai zéro mérite. Du coup, est-ce que ça serait pas le moment d'en apprendre plus sur notre consortium d'une personne? Qui est l'homme nounours? Qui est Fabien Treff? Eh bien, sachez pour commencer que le monsieur a aujourd'hui 44 ans et est originaire de la Côte d'Azur. Côte d'Azur qu'il quitte en 1999 à l'âge de 21 ans pour tenter sa chance aux États-Unis. Certainement espérait-il vivre le rêve américain. Là-bas, il devient vendeur de montres de luxe pour une boutique de Floride et crée en parallèle sa première société en 2004, Fountel, qui signifie littéralement compte de la Foun en français. Et même Mediapart ne sait toujours pas ce qu'il faisait avec cette société. Et franchement, entre nous, j'ai pas envie d'y penser. En 2011, il lance Elite Diams, qui propose d'investir dans les diamants. Certainement parce qu'en 2011, les NFT, ça n'existait pas encore. En 2012, il devient gérant de My Cleaning Bunnies, où vous pouvez demander à des jeunes filles de venir faire votre ménage en petite tenue, avec des oreilles de lapin. Et en 2013, il lance Zoop It Up, des pyjamas pour... faire la fête, chiller à la plage, je comprends rien, mais bordel, je comprends rien à ta démarche marketing, tu me saoules Fabien. Et toutes ces sociétés sont aujourd'hui liquidées, hein. Bah ouais, avec des concepts aussi claqués au sol, évidemment qu'elles sont liquidées. On sait qu'il a par la suite investi dans les cryptos, et il dit vivre à l'année dans une suite royale d'un palace de Dubaï, mais étonnamment, l'établissement n'a aucune réservation à son nom. Alors, loin de moi l'idée de penser que Fabi est un énorme mytho, hein, loin de moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il passe visiblement pas mal de temps dans les casinos, comme le Martinez à Cannes ou l'Hôtel de Paris à Monaco, parce que en 2016, le parquet de Toulon a lancé une enquête préliminaire suite à un signalement de Tracfin. Et je savais pas moi ce que c'était de Tracfin, du coup je suis allé regarder, et c'est le service de renseignement placé sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances. Donc concrètement, c'est le service qui lutte contre le blanchiment d'argent. Et comme dit Kev... Connaître les humains qui sont derrière, je te le dis franchement, ça rassure à fond. Bon, ensuite le gars disparaît des radars, vous savez un petit peu là comme ce mec dans les films qui change de pays parce qu'il doit de la thune à quelqu'un. Ouais, pareil. Tout pareil. Et on le retrouve installé à Dubaï en 2018. Mais attention, hein, il se retrouve pas tout seul isolé à Dubaï. Non. Il est super bien entouré parce qu'il traîne avec un mec qui s'appelle Ron Risk. Bon, c'est clairement le pseudo d'un chef de gang dans Marvel, mais dans la vraie vie, le mec est un ancien bodybuilder israélien qui a fait fortune dans les cryptos et qui, visiblement, aime bien les voitures violettes avec des portières qui s'ouvrent à la verticale. Et c'est très certainement leur passion commune pour le poker qui les a rapprochés, Fabi et lui. Hein. Parce que depuis 2021, ils sont tous deux interdits de casino à Monaco. Ah, chais. Mais ils sont pas seuls, hein, puisque nos deux camarades ont trouvé à Dubaï de nouveaux compères. L'un en la personne d'Anthony Alcaraz, qui, si j'en crois sa bio sur Cosmopolitan, s'est fait connaître en France dans l'émission Les Anges 9. Ils en ont fait 9.
Ah mais non, ils en ont fait 12 12 Et le bon Anthony a bien évidemment déjà fait la promotion de Projet Crypto, et lui aussi, il adore les voitures avec des portes qui s'ouvrent à la verticale. Et le deuxième, mais pas des moindres, c'est Marc Blatta, qui avec sa femme Nadé, vendait des formations douteuses pour apprendre à miner des crypto-monnaies en utilisant l'argent de nos comptes CPF. Pour les résumer rapidement, sachez qu'ils ont fini par être surnommés les Balkany de Dubaï. Voilà. Je vous mets en lien l'enquête de Mediapart sur ce charmant petit couple et leurs collègues influenceurs de Dubaï. Mais alors est Kev dans tout ça? Lui et Fabi, ils se connaissent au moins depuis 2020. Parce que, cette année-là, c'est Fabi qui a régalé pour son anniversaire en mode villa avec vue sur la baie de Cannes. Il a même fait claquer la pièce montée géante et les feux d'artifice d'étincelles froides. Connaître les humains qui sont derrière, je te le dis franchement, ça rassure à fond. Ah oui, en effet, ça rassure, ouais. Ça rassure de savoir qu'un influenceur de l'échelle de Kev Adams peut faire la promo d'un projet ciné, initié par un homme qui lance des sociétés plus vite que je sors des vidéos sur YouTube, qui est interdit de casino, qui vit dans un paradis fiscal, qui traîne avec des gens qui proposent des formations frauduleuses. Et, petite cerise sur le gâteau, qui n'a aucune expérience dans le domaine du cinéma. Je le rajoute là, ça me fait plaisir. Pour qu'au final, 770 personnes dépensent 1,5 million dans des NFT sans qu'aucun film ne soit produit et sans qu'on sache d'ailleurs où est allé l'argent. Je suis donc absolument désolé de vous annoncer que on verra pas plus sur nos écrans cet hiver 2023. D'autant plus que la licence business d'Illuminart, elle a expiré en février. Et on fera pas non plus de tour de chameau, visiblement. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le bon Kev s'est fendu d'une réponse sur son Twitter. Alors, je vous laisserai aller lire ça en détail si vous le souhaitez, je vous mets aussi le lien en description, mais il dit en substance qu'il avait été contacté pour faire une voix et la promotion du film. Et que c'est son métier, qu'il n'a pas été rémunéré pour ça, qu'il s'était assuré du sérieux du projet, et qu'il a longuement discuté avec les studios. Alors, autant c'est son métier, ça je veux bien y croire. Autant le fait qu'il s'est assuré du sérieux du projet, accessoirement, aucune mention n'est faite du petit Fabi, qui est quand même le principal instigateur de tout ce chantier, on le rappelle, puisqu'il est l'unique actionnaire et responsable d'Illuminart. Et là, j'ai un peu l'impression que la faute est rejetée sur les studios. Et Kev précise, contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation. Et alors là, je vous avoue que ça me chafouine un petit peu. Parce que ça ressemble vachement au sophisme de l'homme de paille. Alors c'est un principe rhétorique qui consiste à exagérer l'accusation pour pouvoir la réfuter. Parce que, à ma connaissance, il n'y a aucun média qui a dit que c'était le cerveau de l'affaire. Et en vrai, c'est très bien joué de sa part, parce que la formulation de cette réponse du cerveau de l'affaire, elle a été énormément relayée dans les médias. Comme ça, l'idée elle est bien claire, Kev Adams, c'est pas le cerveau. Et puis de quoi que ce soit d'ailleurs. Pendant ce temps, l'avocat du cerveau, Fabi, annonçait le 3 mars, menaçait Mediapart de poursuites judiciaires pour leur enquête. Je vous avoue que ça me donne envie d'aller chercher du popcorn en attendant la suite. Et là, le match, il est gagné d'avance, parce que d'un côté, t'as un journaliste comme Yann Philippin, qui a bossé au Journal du Dimanche et chez Libération, qui s'est spécialisé accessoirement dans les affaires financières, de fraude fiscale et de corruption, qui a bossé sur des dossiers du genre les affaires de Bernard Arnault, Tapi et Dassault, et qui fait partie d'un journal qui, sur 200 procès, en a perdu seulement 5, alors que de l'autre côté, t'as Fabi. C'est carrément plié. Et je tenais à parler de cette affaire pour mettre en lumière un point qui me paraît important. C'est que autant on connaît les influenceurs qui font du dropshipping, qui vendent des formations éclatées, souvent on les voit venir à 3 km. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et la plupart des gens s'en méfient. Même si, visiblement ça marche, parce que sinon, ils seraient pas aussi nombreux à le faire, et ils continueraient pas à le faire surtout. Et ce glissement des arnaques qui sont habituellement cantonnés à des influenceurs qui ont bâti leur carrière là-dessus, à des influenceurs plus mainstream, à mes yeux, c'est symptomatique de la nécessité d'une régulation de l'activité publicitaire des influenceurs. Parce que là, en fait, on parle pas d'un obscur influenceur sur Instagram qui vit à Dubaï, mais on parle de Kev Adams, un mec qui a fondé sa carrière sur des séries et des films familiaux, qui rassemblent des millions d'ados et de jeunes adultes. Et je rappelle que Kev Adams, c'est loin d'être le seul à avoir fait la promotion d'un projet plus que douteux. Plush. Alors clairement, c'est impossible de juger de ses intentions réelles. Est-ce qu'il est ignorant ou mal intentionné, ou un mélange des deux ? Ça, je vous laisse en juger. Mais en vrai, je pense que c'est un problème qui est bien plus large, parce que on constate des malversations, même dans des placements de produits qui sont ultra répandus. Je pense entre autres au vol d'art chez Displate, ou au greenwashing d'HelloFresh. Oui bon alors, moi clairement, faut pas que je compte sur des placements de produits. Au moment où j'écris ces lignes, RMC a annoncé que l'avocate Emma Leotti a déposé une mise en demeure auprès des 3 sociétés, Carlab, Rooftop et Illuminart. En fait, actuellement, une action collective est en cours, et vous pouvez contacter l'avocate pour le rejoindre. Il y a déjà 15 personnes qui ont décidé de porter plainte.
plainte. Je vous mets un lien en description. Alors peut-être que cette affaire, elle fera date pour ceux qui seront amenés à légiférer sur le sujet, parce qu'un projet de loi est actuellement à l'étude. Bon, alors en fait, j'ai mis tellement de temps à sortir ma vidéo que on n'est plus sur un projet de loi, mais qu'en fait il a été adopté. Coup dur d'apprendre que je suis plus lent que des sénateurs. Ce qui est ouf déjà, c'est qu'ils ont voté à l'unanimité de tous les bords politiques. Alors, je sais pas si ça arrive souvent et sur beaucoup de sujets. En plus, la France est même le premier pays à adopter une loi pour réguler le secteur de l'influence. Pour commencer, ils ont donné une définition juridique de base. Sachez donc, mesdames et messieurs, qu'un influenceur ou une influenceuse, c'est toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public établi sur le territoire français, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque. Ça va être vachement plus long pour Squeezie d'expliquer en soirée ce qu'il fait dans la vie. Et du coup, ce texte interdit la promotion de plusieurs services, comme la chirurgie esthétique, la médecine, l'abstention thérapeutique, les paris sportifs ou encore la vente de produits contenant de la nicotine et les animaux sauvages. Ils veulent imposer plus de transparence, l'obligation de contrats écrits à partir d'une certaine somme, et ça me paraît dingue de savoir que ça existe déjà pas systématiquement, la mise en place d'un guide de bonne conduite et l'obligation pour les influenceurs hors de l'Union Européenne, coucou Dubaï, d'avoir un représentant légal dans le pays et d'alimenter, via une assurance, une caisse pour indemniser les potentielles victimes d'arnaques. Donc visiblement, ils prévoient qu'il y a encore des arnaques. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu ce genre de texte, dont la publication sur leur réseau est imposée aux contrevenants et contrevenantes. Tout ceci sera assuré par une brigade spéciale qui sera mise en place au sein de la DGCCRF, littéralement la police des influenceurs. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils veulent encadrer les influenceurs, certes, mais aussi les agences et les plateformes qui diffusent leur contenu. Alors je sais pas si avec tout ça on aurait pu éviter le phénomène plush, mais peut-être que Kev et ses petits potes y auraient réfléchi à deux fois. J'aurais pu dire que je trouvais ça ouf que tous ces influenceurs ont mis en jeu leur crédibilité pour un projet aussi peu fiable, mais en vrai, je pense que ça va avoir tellement peu d'impact sur leur carrière qu'ils risquaient pas grand chose en fait de base. Ça interroge en tout cas grandement sur la confiance qu'on leur accorde. D'ailleurs, au passage, à nous qui n'avons pas acheté ces NFT, je rappellerai quand même que penser qu'on est au-dessus de ce genre de piège, c'est certainement le premier pas pour tomber dedans, si c'est pas déjà fait. Et attention, je vous dis pas qu'on devrait plus financer ou participer aux projets qu'on trouve cool sur internet. Par exemple, en ce moment, on peut participer au financement de la saison 4 de La Bonne Auberge jusqu'au 11 novembre. En fait, je pense surtout que le problème est plus large et il réside surtout dans le fait que, bien intentionné ou non, la régulation de ces placements de produits, la promotion de projets et consorts ne repose que sur une chose: l'éthique et la détermination des créateurs et des créatrices à s'assurer de la fiabilité de ce qu'ils vont promouvoir. Et en vrai, c'est une gageure. C'est un boulot à part entière, et loin de moi l'idée de blâmer ceux qui font des placements de produits, bien évidemment, surtout quand le temps et la nécessité de valider une rémunération les pressent. Peut-être qu'il serait en fait temps d'arrêter de faire reposer le financement de nos divertissements sur un système publicitaire. Et si ça se trouve, c'est ce que Kev Adams a voulu faire? Non. Sur ce, gardez l'esprit critique, et à la prochaine. J'ai connu des avis de décès plus drôles que Kev Adams, vraiment. Tu me demandes de dire que c'est de la merde pour le gag, mais c'en est effectivement, il n'y a pas de souci. Si tu voulais un avis professionnel sur le sujet, c'est de la merde, ça, il n'y a pas de doute. D'abord parce que c'est bien d'avoir des comédiens pour interpréter des personnages. On a tendance à se dire que comme c'est du film français, tu peux mettre n'importe qui vu que c'est les animateurs qui bossent derrière. Mais les animateurs, c'est pas des magiciens, il leur faut quand même une performance de base pour pouvoir bosser dessus. Et là, en l'occurrence, je pense que Maître Gims ou des gens comme ça, c'est un petit peu compliqué. Sans parler de Kev Adams et Ryan Benzetti, je crois, ouais, qui sont pas des grands acteurs. Ça a toujours été une idée de merde de faire appel à des stars, que ce soit dans le cinéma français ou dans le cinéma étranger. C'est quelque chose qui est de plus en plus contesté, y compris aux États-Unis où c'est pourtant une pratique courante. Je pense que déjà le star talent de manière générale fait de moins en moins effet. On va de moins en moins au cinéma pour voir des stars. On y va de plus en plus pour voir des licences, pour voir des pitchs, pour voir ce genre de trucs, mais on va pas voir tel ou tel film pour son casting, quoi. En tout cas de moins en moins. Abonnez-vous à la chaîne du fils de pub. S'abonner à Maxime le fils de pub, c'est s'assurer 10 orgasmes à la seconde. Regardez, je vais vous montrer en direct.